Moi, c'est Mika. Moi, c'est Adrien. Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles. Donc nous sommes dans le chai du domaine Brandt, Donc, nous, on à travaille Ergersheim. beaucoup avec le bois. Ouais. Donc on a beaucoup de foudre. Ouais, On va passer peut-être derrière. J'ai toutes mes cuves de macération à l'arrière. ok. Donc là, on va passer voir. J'ai toutes les cuves de macération à l'arrière. Il y a quelques cuves qui sont Ouais. vides parce que ça a été mis en bouteille. Donc là, c'est un peu plus dépareillé. Toutes les cuves de macération qui sont là. D'autres cuves de stockage, mais stockage rapide, c'est plutôt le bois que l'on va utiliser. Ouais, Et donc nous on développe un peu plus ces macérations tout simplement parce que les fermentations sont vraiment en galère en ce moment avec Ok. le changement climatique. Et vu qu'on travaille sans engrais et que c'est vraiment la vie du sol, le travail du sol qui permet d'apporter les éléments nutritifs, fait qu'avec la sécheresse il y a un peu moins d'azote dans les vins, donc un peu plus de problèmes de fermentation et on va réapporter de l'azote par des macérations, par les éléments qui sont sur la peau du raisin. Et donc on en fait de plus en plus pour aider les vins à fermenter. Parce que là j'ai encore des 2018 en blanc qui sont encore en train de travailler et donc ça prend du temps et donc c'est très compliqué. C'est un millésime compliqué aussi. Très compliqué. Pour les ferments. C'est comme le confinement, faut pas trop m'en parler des 18. C'est ça. Voilà. Et donc nous on a beaucoup de barriques, on travaille beaucoup avec le bois. ouais, Donc là il y en a une partie, mais j'en ai beaucoup plus avec les demi-muits et des grandes barriques pour pouvoir faire des élevages de façon un peu plus enrichissante pour le vin, plus de matière, plus de gras aussi dans certains vins, mais c'est souvent les macérations qui sont dans les barriques. ok. Et sinon, dans le bois, là j'ai encore un Pinot Gris 2018, un Hiver Séminaire 2019, et après là j'ai pas mal de vins, il y a marqué 18-19, 18-19. Ce sont les assemblages à 2 millésimes que j'avais fait pour rééquilibrer les vins. Avec 18, c'était une année où il y avait beaucoup d'alcool, pour abaisser l'alcool, un petit peu abaisser Bon, pas trop quand même. Hein. Pas trop quand même, mais voilà, mine de rien, c'est encore en train de se fermenter, ça patine encore, mais ça, c'est souvent les aléas. Les vins sont très bons, sont vraiment très bons. Le seul problème, c'est qu'il y a encore quelques grammes de sucre résiduel qui traînent, et en vinif nature, c'est très compliqué de mettre en bouteille à ce moment-là. Ok. Pour que chez le client, il y ait des bouteilles qui explosent ou qui s'ouvrent et qu'il y a tout le vin dans la cave chez le client, c'est pas la peine de Non, mettre ça en on va- bouteille. si Non, on peut va éviter, c'est bien. On va essayer d'éviter. Et voilà. Du coup, tu vas attendre que ça se termine ou tu vas peut-être. Ben non, là je vais attendre, je vais nouveau, alors c'est 18-19 et j'attends 20 Ouais. pour mettre des jus en macération dedans Ça repart en- pour que les derniers sucres arrivent à finir parce que là c'est vraiment sur la fin, c'est là que c'est le plus compliqué quoi. Ok. Et là ce sont des fûts récents et les ronds, les 3 ronds ils ont un siècle. Un siècle. C'est des vieux fûts d'un siècle, là il y a la Solera qui est en préparation donc on va goûter la Solera. Ouais. Et les autres sont de 1940. Ils sont toujours d'actualité, il y en a un ou deux qui marchent un peu moins bien, mais tant qu'il y a du vin régulièrement dedans, ça se passe bien. Et là, la Solera, la base c'est du pinot blanc, et chaque année on va remplacer 10% du volume. Par exemple, là on voit, là pinot blanc, après on a mis 10% de sylvaner, Apollinaire c'est un assemblage avec ça, c'est du pinot blanc. C'est le nom de la cuvée, Riesling, et le dernier millésime, on a mis un peu de muscat de macération. Voilà. Comment tu décides du coup ce que tu mets Par rapport au goût que je veux avoir et par rapport au vin qui soit le plus cohérent par rapport à la cuvée. L'idée c'est de faire une Solera sur une vingtaine d'années jusqu'à ma retraite et de proposer une verticale de toutes les mises que j'avais fait de chaque année. Voilà. Donc il y a à peu près partir à la 300. retraite en 2035, c'est ça? Bon, j'en sais rien, retraite ou une vingtaine d'années quoi. Là j'ai encore Ouais, il y a du le temps. Mais le truc c'est que là pour l'instant il y aura, je pense, on verra comment ça se passe le plus longtemps possible. Et il y a 600 bouteilles qui est produites par an. Ouais. Et il y en a 300 qui sont mis à la vente et 300 qui sont stockés de côté. Ouais. Donc, bon, bah, j'ai dit que je voulais filmer ou enregistrer une verticale. Je crois que j'ai trouvé une verticale. C'est drôle. Bah, une verticale et tout est dans le même tonneau. Tu Ouais, vois, c'est ça la qui- verticale est dans la même bouteille. C'est Il n'y ça. a pas besoin d'ouvrir 36 000 bouteilles. C'est ça. Tout est dedans. Donc, 2015, c'est l'année où tu as repris du coup vraiment le domaine en. alors, moi j'ai commencé mes vinifs plutôt. J'ai toujours travaillé sur le domaine. J'ai commencé à bosser quand j'étais gamin.
quand j'étais encore, quand j'avais 13-14 ans, bosser dans le vignoble. Je l'ai vécu plutôt comme une contrainte à l'époque que plutôt comme un plaisir, hein, comme tous les gamins. Ouais. Et par la suite, j'ai pris conscience de l'intérêt du domaine. Hein. J'ai commencé à faire mes études, j'ai un DUG en géologie. Après le DUG, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait des études parce qu'après un DUG, on ne fait pas grand-chose. Donc j'ai fait un BTS en alternance en Vitiono. Et donc ça c'était 2004-2005 et on a continué, je suis parti un petit peu en Australie, j'ai fait une année en Grèce pour travailler, j'ai fait 3 mois en Bourgogne. Dans des vignobles grecs? Ouais, en Céphalonie, c'est un petit vignoble, c'est une île. Alors c'était sympa, vu que là-bas il y a la sieste qui commence à partir de 15h jusqu'à 17h. Bon salut. Donc voilà, c'était la période qui était pas mal. Et donc là j'ai travaillé sur le domaine à temps complet. À la suite de ça, j'ai commencé à vinifier des vins en 2008. Ouais. Et là j'ai commencé à faire mes expérimentations, mes assemblages, mes trucs. J'ai commencé à faire mes premiers essais en nature en 2010. Okay. Et 2013, je me suis lancé, et 2014, 100% des vins, depuis 2014, 100% des vins sont en nature. Okay. Et avec des expériences. Parce que tu as évolué que dans des... Alors, quand tu étais en Grèce, par exemple, c'était la biodynamie nature? En Grèce, c'était biodynamie, c'est là-bas que j'ai découvert les vins nature. Parce que là-bas, il y a quelques vignerons qui mettent en bouteille, mais la plupart des endroits, ce sont des fermes. Ouais. Où ils sont en polyculture, plutôt en autarcie, ils vivent vraiment des produits comme la Géorgie. Et tu es là-bas, tu siphonnes directement du tonneau pour mettre dans un bidon en plastique. On peut pas aller en Grèce. et voilà, et donc c'était leur vin, ils ne mettaient pas de produits dedans, etc. C'est là que j'ai découvert les premiers vins nature. Un peu compliqué, parce que un peu compliqué quand même à boire au début, quoi. Et là, je me suis dit, là, il y a un truc à faire, il y a un truc à jouer. Ouais. Et j'ai commencé à m'enrichir des expériences, des copains vignerons. J'en ai un à la maison, en vin grec, il y a Maria Callas sur l'étiquette. Je ne sais pas ce que ça vaut et je n'ose pas l'ouvrir. Ah ouais, c'est lui qui m'avait vendu ça. Mais non, parce qu'il y avait il avait une porte ouverte avec plusieurs vignerons. Et c'était plutôt sympa ce que j'avais bu, mais j'avais pas bu celui-là, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Bon, normalement... Du coup, le père, comment il a accepté le fait que tu peux y faire du nature? Le père, vous venez de le voir, lui, il a adhéré à la philosophie tout de suite, parce que lui, c'est lui qui a passé le domaine en bio en 2000. Il a fait ses premiers essais de vin nature en 2000-2001. À l'époque, il n'y avait pas trop la clientèle, donc il n'a pas perpétué vraiment sur les autres millésimes. Il a fait une cuvée comme ça pour essayer, qui d'ailleurs est encore en stock. Hein. Un Gewürztraminer. Qui commence à goûter maintenant. C'est bien d'avoir un podcast finalement. Et donc on est toujours dans cette logique de beaucoup d'enherbement dans les vins. Avant que je passe en nature, c'était quasi nature. Les vins étaient filtrés avec un peu de soufre à la mise en bouteille, quasiment rien. C'est pour ça que le passage en nature, moi je l'ai fait assez facilement parce que j'avais assez confiance en mes raisins et à la vinification et au terroir surtout. Et il avait juste eu au début un peu de crainte par rapport à qu'est-ce que va dire la clientèle. Après, il ne faut pas se leurrer, hein, j'ai changé 90% voire 95% de ma clientèle en 2 ans. Voilà, j'ai plus rien de ce que j'avais avant. Pas forcément. Et du coup, là maintenant... Est-ce que le challenge, c'est pas d'essayer de récupérer une partie? Mais là on revient. Parce qu'il y a un flow là, c'est vraiment la période où peut-être... Ah, mais là en ce moment, on voit qu'il y a un retour. Moi je crois au monde d'après, mais que dans le vin finalement. Le reste, j'y crois pas trop. Mais dans le vin, je pense que il y aura un déclic et je vois de plus en plus des gens qui au début médisaient un petit peu le vin nature, qui commencent... Alors, pas à fond non plus, mais qui commencent à goûter, qui commencent à apprécier 2-3 petites cuvées, qui commencent à en parler. Le fait, moi, d'avoir, quand j'ai des clients plutôt locaux, dans les villages alentours, qui ne connaissaient pas ça du tout, qui au début ne comprenaient pas la chose, reviennent vers moi en disant finalement c'est pas mal, on aime bien, tiens je vais t'acheter quelques bouteilles, enfin voilà. Mais c'est les salons que tu faisais aussi aident peut-être ça aide aussi. Il y a les salons, là par exemple j'avais fait 2 salons qui s'appelaient à contre-courant, là cette année je vais le refaire, fin octobre.
Faut mettre des masques. 25. Ah, pardon? Faut des masques. Ah non, moi les masques Interdiction en de dégustation c'est compliqué. Alors je comprends qu'il faut, etc. Mais chacun est libre de faire ce qu'il veut, il n'y a pas d'obligation. Et voilà, bon, pour goûter, après le masque c'est compliqué. Hein. Ah, c'est compliqué. Qui trouve une solution là. Ah, c'était comme la restauration, c'est des tables à 1 Ouais. mètre de distance. Toi, tu arrives avec la bouteille, tu te. Ah ouais, donc on va mettre les vignerons à chaque bout du corps de fer, c'est ça, mais il y a des distances compliquées. Non, mais c'est bien, il faut que ça se développe. Non, mais le salon, ouais, c'est intéressant, je pense, pour Ouais. faire découvrir. Et je sais pas si Pour tu faire- attirais principalement des locaux ou des Ouais, professionnels. ben en fait j'attirais 80%, 90% de locaux. Ok. Donc cavistes, restaurateurs particuliers, Strasbourg, enfin Alsace, pas que Strasbourg, un peu surtout l'Alsace. Et je commençais à avoir des importateurs qui venaient d'assez loin. J'avais l'an dernier des Suédois, des Allemands. Là, cette année, je sais qu'il y a des Canadiens qui veulent venir, spécialement aussi pour le salon. Après, On pourrait faire le c'est premier vraiment podcast en le direct aussi. Donc, D'ici là, on aura pris la bouteille. Si tu veux. Ouais. bah oui, Non, mais c'est bien, il faut. sans filet. Mais il faut absolument que les gens découvrent. Moi, je pense que c'est ce que je disais dans les derniers podcasts, c'est que pour boire moi aussi de la bière craft, j'ai l'impression que c'est plus facile de passer de la bière craft au vin nature que l'inverse en fait. Ah, mais il y a ouais, Peut-être que le côté levurien, là maintenant les bières amères, épicées, peut-être aussi etc., non filtrées. la complexité, parce que La le vin nature complexité. c'est peut-être difficile. Déjà pousser la porte d'un caviste, c'est pas évident quand t'es novice. C'est plus facile d'aller au supermarché, finalement tu n'as qu'un geste à faire. Ouais. Là il faut que tu rentres, il faut que tu limites, que tu poses à l'époque comme quand tu Il y en a rentrais qui chez ont- comment aider à faire pousser la porte des vignerons aussi, parce que ça, C'est ça. c'est pas forcément évident. C'est Il y ça. a aussi une peur. Bah, il y a la chose positive que l'on a vue ces derniers mois, c'est que vu que les restaurants sont fermés et les cavistes, pas les cavistes, les bars à vin, Mhm. et qu'il y a un peu plus de temps, un peu moins maintenant, mais avant il y avait un peu plus de temps, beaucoup plus de personnes faisaient l'effort. Alors pas forcément chez le vigneron, mais en tout cas chez le paysan, Oui. pour chercher les fruits et légumes directement C'est à la oui. propriété. Et je pense que ça a fait ça un déclic continue pour encore, beaucoup. hein. Ça continue, ça fait un déclic. continue Les gens encore. ont fait le premier pas, ont essayé, et ils ont vu que c'était pas si dramatique que ça, qu'il y avait un bel accueil, que finalement ils pouvaient voir, ils pouvaient discuter avec le producteur directement. Il y avait une relation, et que après quand ils arrivent à la maison, quand ils cuisinent, purée, les aliments, les légumes ont plus ont de du goût, ils ont enfin du goût. Voilà, C'est et ça. donc ça donne envie de continuer, quoi. Et je pense qu'il faut que nous on aille sur ce créneau-là, enfin en Alsace en tout cas. D'ailleurs, on est l'un C'est vrai que si je prends l'exemple de la ferme Aubrecht à Enschwein, ouais, Ouais. il a fait x10, il a augmenté énormément ses commandes, il a mis en place un site internet aussi, donc ça a aidé le côté pratique, mais ça s'est arrêté Puis après, net presque au moment du déconfinement. Quoi, donc, Ouais, il y en a certains, il y aura une réduction bien sûr, Mhm. mais je pense que ceux qui ont fait l'effort d'y aller de temps en temps, les moments de disponibles, parce que les gens maintenant, ils ont un peu autre chose en tête, c'est les balades, c'est les rencontres, c'est aller voir la famille, Mhm. c'est tout ça. Mais ça va revenir. Ça va revenir. Pas dans les mêmes proportions, mais ça va revenir. Non, oui, je pense que les gens ont besoin de nature, c'est bien finalement. Et toi, tu faisais des livraisons, des choses comme ça Alors, moi, je faisais des livraisons pour les gens. Alors, j'ai mis en place aussi un site de vente durant le confinement qui marchouille, mais c'est bien de l'avoir pour que les gens puissent prendre conscience des vins qui sont faits ici. Mhm. Et quelques livraisons, mais j'ai pas trop forcé. L'idée, c'était surtout, enfin, dans mon idée, allez, c'est confinement, on va respecter, on va pas non plus faire l'un, l'autre, rencontrer, augmenter les risques. Et donc, je savais que moi, perso, au niveau de la trésorerie, ça pouvait encore aller, parce qu'il faut savoir que la viticulture, et nous, en tout cas ici, on a perdu plus de 95% de chiffre d'affaires durant cette période. Mhm. Mais voilà, nous, on était plutôt concentrés sur le vignoble, parce que la vigne, elle continue à pousser, hein, elle ne s'arrête pas. Donc, c'était avec mes employés tous les jours dans les vignes. Et on s'est vraiment concentré au niveau du vignoble à faire des choses supplémentaires qu'on n'avait pas l'occasion de faire, parce qu'on était souvent dans le speed. Surtout que mon équipe a récupéré une main-d'œuvre, moi, parce que tout simplement, tout ce qui est salon, déplacement, commercialisation et tout, il y en a beaucoup moins. Donc j'ai pu être beaucoup plus dans le vignoble. Et là, on a vraiment pu faire de super choses, des nouvelles expérimentations sur le vignoble, sur des nouvelles, des ébourgeonnages un peu plus sévères.
On a raisonné aussi les semis, ce genre de choses. Et du coup, c'était une bonne période pour moi. Mis à part la commercialisation, forcément. Le reste, c'est une bonne période. C'est ce que nous disait Jean aussi et Théo. C'est vrai qu'il y a eu une évolution aussi. Peut-être des changements aussi par rapport à l'année dernière, des choses que tu n'as jamais fait. Les semis. Des choses que j'avais pas eu l'occasion de faire, ou pas aussi, parce que quand on est dans le speed, on va vite sur certaines choses, et du coup, arrive le moment des vendanges, je me dis, ah purée, là j'aurais dû piocher un peu plus, il y a un peu trop de ronces, un peu trop de trucs. Donc là, on a vraiment bien pu faire le vignoble propre, et ça, c'est une belle chose. Et ouais, c'est très positif, parce que mais j'ai enfin pu recommencer à faire le métier de base pour lequel je suis venu à la vigne. Et je suis, au bout d'un moment, devient le vigneron, le vigneron chef d'exploitation devient plus commercial que vigneron à part entière. De toute façon, aujourd'hui, vigneron, c'est commerciant. C'est commercial, il y a le meilleur digital marketing, voilà, machin. Et donc, ce qui a aussi été intéressant, c'est la baisse du rythme. Être un peu plus cool, on redescend d'un ou deux niveaux et on est moins dans le stress, moins dans le speed, et on a vraiment le temps de se poser pour réfléchir aux choses que l'on veut faire. Et étendre ça sur le reste de la vie. Personnellement, il me le fallait, quoi, parce qu'il y a un moment où ça allait trop vite, et quand ça va trop vite, on fait souvent des erreurs. Et donc le fait de redescendre, de se reconcentrer, de se reposer quelque part par rapport à ça, de faire le point, c'était bien. Voilà. C'est ça que tu es souvent à l'étranger, j'ai l'impression, quand je regarde sur les réseaux Moi, sociaux. Oui, pas mal. Mais je fais plus de 60% à l'export. Et donc là, après la fin du confinement, toujours bien sûr, les pros français sont fermés. Donc sur la France, j'ai pas fait de vente en plus. Par contre, ce qui me sauve actuellement, c'est que tous mes importateurs étrangers de partout dans le monde ont quasiment tous recommandé du vin, et même plus que d'habitude. D'ailleurs, je suis surpris, très bien. Et c'est ça un peu qui me sauve la mise, parce que fin du confinement, pas d'argent qui rentre, pas de vente de vin non plus. Il faut payer les employés, il faut payer les choses courantes de la viticulture. Arrive un moment où on se pose quand même des questions. La trésorerie, elle est à zéro, on n'a pas de grosses perspectives. Et voilà, ça m'a un peu sauvé la mise. Le fait que les restaurateurs ouvrent de nouveau. Mais là, déjà, il faut attendre un petit peu qu'ils vident un peu le stock avant le confinement. Pour en avoir croisé certains ce matin à Strasbourg, ils avaient le sourire. En tout ouais, cas, il y en a qui ont le sourire. Le Café des Sports, ils étaient heureux. Ouais, mais je les ai rencontrés. Et après, les restaurateurs, ils ont peut-être consommé eux tout seuls leur stock, mais ça, j'en sais rien. Xavier était fier comme un nouveau-né. C'était quelque chose. Mais là, ça va reprendre, on attend. Alors, peut-être pas tout de suite demain, mais d'ici 2-3 semaines, je pense que ça va reprendre. Après, je pense qu'eux, ils sont peut-être finalement dans l'air du temps. Parce qu'ils n'avaient vraiment pas fait grand-chose pendant toute la période de confinement, à l'inverse du Cantalou, etc., qui a fait un peu caviste. Ouais. Mais je pense que si on continue le côté local, le côté... peut-être que là, vous avez une carte à jouer. À voir. Ça, pour l'instant, c'est les artisans du goût alsacien. Je l'espère. Pour l'instant, on fait notre job, on avance, et je fais pas trop de pronostics. De toute façon, c'est difficile. Hein. Je pense que pendant un an, on va avoir du mal à en faire des pronostics. Ouais, au moins. Ouais. J'avais une question, comme tu as un doc de géologie et que je viens d'emménager à Oosthoffen, juste à côté. C'est quoi comme sol qu'on a sur Oosthoffen et dans le secteur ici? Alors dans le secteur, on est plutôt sur les sols argilo-calcaires avec du loess. Alors à Oosthoffen, il y a un peu plus de loess. Le loess, ce sont la terre ou les roches qui sont issues de l'érosion. Donc c'est des roches qui sont un poil moins fertiles que l'argile. Donc c'est des sols qu'il faut plutôt travailler, il faut faire un peu plus de labour pour que les éléments nutritifs descendent un peu plus dans le sol et que la vie se crée. Donc ici on est argilo-calcaire, alors, un peu plus d'argile sur certains endroits, un peu plus de calcaire sur l'autre. Et à Oosthoffen, c'est un plateau. Donc on a les vignes aussi à Oosthoffen qui est plutôt sur un plateau. Les plateaux ou les plaines, ce sont plutôt, enfin les choses à plat, c'est plutôt du loess, tout ce qui est en pente. À Argersheim, on a beaucoup plus de pente douce. Okay. C'est plutôt de l'argilo-calcaire. D'accord. Parce que tu es sur combien d'hectares toi en tout? Alors 10 hectares. 10 hectares. 10 hectares. Et on a sur les 10 hectares, il y a 1 hectare qui est en plantation, en jeune vigne. Okay.
N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.